Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle lecture du 5e accord Toltec de Don Miguel Ruiz et de son fils Don José Ruiz. À chaque être humain qui vit sur cette magnifique planète et aux générations à venir. Il y a des milliers d'années, à travers tout le sud du Mexique, les Toltecs étaient connus comme des hommes et femmes de connaissance. Les anthropologues les ont décrits comme une nation ou une race, mais en réalité c'étaient des scientifiques et des artistes, formant une société vouée à explorer et à préserver la connaissance spirituelle et les pratiques des anciens. Maîtres, naguals et étudiants se réunissaient à Teotihuacan, l'ancienne cité des pyramides située au-delà de Mexico City, connue comme le lieu où l'homme devient Dieu. Au fil des millénaires, les naguals ont été contraints de dissimuler la sagesse ancestrale et de la préserver dans l'ombre. La conquête européenne, couplée à l'abus de pouvoir personnel de quelques apprentis, a rendu nécessaire de protéger la connaissance de ceux qui n'étaient pas préparés à l'utiliser avec discernement ou qui risquaient d'en user de manière abusive, à des fins personnelles. Fort heureusement, la connaissance ésotérique des Toltecs s'est transmise et incarnée au fil des générations à travers diverses lignées de naguals. Bien qu'elle soit restée dans le secret durant des centaines d'années, les prophéties anciennes avaient annoncé la venue d'un âge au cours duquel il serait nécessaire de redonner la sagesse au peuple. Aujourd'hui, Don Miguel Ruiz et Don José Ruiz, naguals de la lignée des chevaliers de l'Aigle, ont été instruits pour partager avec nous les puissants enseignements des Toltecs. La connaissance toltèque émane de la même unité de vérité que les traditions ésotériques du monde entier. Bien qu'elle ne soit pas une religion, elle honore tous les maîtres spirituels qui ont enseigné sur Terre. Et bien qu'elle comprenne une dimension spirituelle, elle est plus justement décrite comme étant un mode de vie qui se distingue par la facilité d'accès au bonheur et à l'amour qu'il procure. Introduction par Don Miguel Ruiz. Les 4 accords Toltecs ont été publiés il y a de nombreuses années. Si vous avez lu ce livre, vous savez déjà de quoi ces accords sont capables. Ils sont en mesure de transformer votre vie en pulvérisant les milliers d'accords restrictifs que vous avez conclus avec vous-même, avec autrui et avec la vie elle-même. La première fois qu'on lit les 4 accords Toltecs, le livre opère sa magie. Il va bien au-delà des mots imprimés. Vous avez l'impression de connaître déjà chaque mot de cet ouvrage. Vous en ressentiez le contenu, mais sans doute ne l'aviez-vous jamais formulé auparavant. Quand vous lisez ce livre pour la première fois, il remet en question ce que vous croyez et vous entraîne jusqu'aux limites de votre compréhension. Vous parvenez alors à briser de nombreux accords restrictifs et à relever bien des défis, et vous en discernez bientôt d'autres. Quand vous lisez cet ouvrage une seconde fois, vous avez l'impression de découvrir un texte complètement différent, parce que les limites de votre compréhension se sont déjà élargies. Une fois encore, il développe en vous une conscience plus profonde de vous-même, et vous atteignez la limite la plus distante dont vous soyez capable à ce moment-là. Et quand vous le relisez une 3e fois, c'est comme si vous lisiez carrément un autre ouvrage. Comme par magie, parce qu'ils sont magiques, les 4 accords Toltec vous aident progressivement à recouvrer votre moi authentique. Avec de l'entraînement, ces 4 accords tout simples vous ramènent à ce que vous êtes vraiment, et non à ce que vous prétendez être. Or, c'est exactement cela que vous voulez, être qui vous êtes vraiment. Les principes des 4 accords Toltec s'adressent au cœur de chaque être humain, du plus jeune au plus vieux. Ils s'adressent aux peuples des différentes cultures, du monde entier, des gens qui parlent des langues différentes, des gens dont les croyances religieuses et philosophiques divergent considérablement. Ils se sont instruits dans des établissements différents, de l'école primaire à l'université, en passant par le collège et le lycée. Si les principes des 4 accords Toltec s'adressent à tout le monde, c'est parce qu'ils relèvent du bon sens. Il est temps maintenant de vous faire un autre cadeau, le 5e accord Toltec. Si je n'ai pas inclus ce 5e accord dans mon premier livre, c'est parce que les 4 premiers représentaient déjà un défi suffisant à l'époque. Le 5e accord est composé de mots, bien entendu, mais sa signification et son intention dépassent largement sa formulation. Avec le 5e accord Toltec, il s'agit en fin de compte de voir toute votre réalité avec les yeux de la vérité, sans mots. La pratique de ce 5e accord a pour résultat l'acceptation complète de vous-même, tel que vous êtes, et l'acceptation totale de tous les autres, tels qu'ils sont, avec pour récompense votre bonheur éternel.
Voici de nombreuses années, je me suis mise à enseigner certains de ces concepts présents dans ce livre à mes apprentis. Puis j'ai arrêté, car il semblait que personne ne comprenait ce que j'essayais de dire. Bien que j'eusse partagé le 5e accord Toltec avec mes apprentis, j'avais pris conscience que personne n'était prêt à apprendre les enseignements qui sous-tendent cet accord. Des années plus tard, mon fils, Don José, a entrepris de partager les mêmes enseignements avec un groupe d'étudiants. Et il a réussi là où j'avais échoué. Les raisons du succès de Don José étaient peut-être sa foi totale dans la transmission de ce message. Sa seule présence exprimait la vérité et remettait en question les croyances des personnes qui suivaient ses cours. Il avait un impact immense sur leur existence. Don José Ruiz est mon apprenti depuis qu'il est enfant, depuis le jour où il a appris à parler. Dans ce livre, j'ai l'honneur d'introduire mon fils et de présenter l'essence des enseignements que nous avons donnés ensemble au cours des 7 dernières années. Pour que notre message reste aussi personnel que possible et pour conserver la première personne utilisée dans les précédents livres de sagesse Toltec, nous avons fait le choix de présenter également ce 5e accord Toltec à la première personne. Dans ce livre, nous nous adressons donc au lecteur d'une seule voix et d'un seul cœur. Première partie. Le pouvoir des symboles. Chapitre 1. Au commencement. Tout est dans le programme. Dès l'instant où vous naissez, vous adressez un message au monde. Quel est ce message ? C'est vous-même, cet enfant. C'est la présence d'un ange, d'un messager venu de l'infini dans un corps humain. L'infini, le pouvoir total, crée un programme explicitement pour vous. Et tout ce dont vous avez besoin pour être qui vous êtes s'y trouve déjà compris. Vous naissez, vous grandissez, vous vous mariez, vous vieillissez et, au final, vous retournez à l'infini. Chacune de vos cellules est un univers en soi. Chacune est intelligente, complète et programmée pour être ce qu'elle est. Vous êtes programmé pour être vous, qui que vous soyez, et pour votre programme, peu importe ce que votre mental pense que vous êtes. Le programme n'est pas dans le mental. Il est dans le corps, dans ce que l'on appelle l'ADN. Et au début de votre existence, vous en suivez instinctivement la sagesse. Quand vous êtes tout petit, vous savez ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, quand ça vous plaît et quand cela ne vous plaît pas. Vous vous fiez à votre plaisir et vous essayez d'éviter ce qui ne vous convient pas. Vous suivez vos instincts qui vous indiquent comment être heureux, comment profiter de la vie, comment jouer, aimer et satisfaire vos besoins. Puis que se passe-t-il ? Votre corps commence à se développer, votre mental mûrit, et vous commencez à utiliser des symboles pour exprimer votre message. De même que les oiseaux comprennent d'autres oiseaux, et que les chats se comprennent entre chats, les humains se comprennent entre eux grâce à une symbologie. Si vous aviez été emmené sur une île et que vous y aviez vécu tout seul, peut-être vous aurait-il fallu 10 ans, mais vous auriez fini par donner un nom à tout ce que vous voyez, et vous utiliseriez ce langage pour communiquer un message, fût-ce simplement à vous-même. Pourquoi auriez-vous fait une telle chose ? Eh bien, c'est facile à comprendre, et ce n'est pas parce que les humains sont très intelligents. C'est parce que nous avons été programmés pour nous créer un langage, pour inventer toute une symbologie pour nous-mêmes. Comme vous le savez, tout autour du globe, les hommes parlent et écrivent dans des milliers de langues différentes. Les êtres humains ont inventé toutes sortes de symboles, non seulement pour communiquer entre eux, mais également avec eux-mêmes. Ces symboles peuvent être des sons que nous prononçons, des gestes que nous faisons, ou encore des lettres et des signes de nature graphique. Il existe des symboles pour des objets, pour des idées, pour la musique et les mathématiques, mais l'usage des sons est la toute première étape. Elle signifie que nous apprenons à utiliser des symboles pour parler. Les humains qui nous ont précédés avaient déjà des noms pour tout ce qui existe. Aussi nous ont-ils enseigné la signification de ces sons. Ils appellent ceci une table, cela une chaise. Ils ont même des noms pour des choses qui n'existent que dans notre imagination, comme les sirènes et les licornes. Chaque mot que nous apprenons est le symbole de quelque chose de réel ou imaginaire, et il y a des milliers de mots à apprendre. Quand on observe des enfants de 1 à 4 ans, on voit les efforts qu'ils font pour acquérir toute une symbologie. C'est un effort considérable dont on ne se rappelle généralement pas, parce que notre esprit n'est pas encore mûr, mais à force de répétition et d'entraînement, on apprend finalement à parler. Sitôt que nous savons parler, les humains qui s'occupent de nous nous enseignent ce qu'ils savent, ce qui veut dire qu'ils nous programment avec leurs connaissances. Ils ont en effet beaucoup de connaissances, lesquelles comprennent notamment toutes les règles sociales, religieuses et morales de leur culture. Ils captent notre attention, nous transmettent des informations et nous apprennent à devenir comme eux. On apprend ainsi à devenir un homme ou une femme en fonction de la société dans laquelle on est né.
On apprend comment bien se comporter dans la société, autrement dit comment être une bonne personne. En vérité, on nous domestique, exactement comme un chien, un chat ou n'importe quel animal, en ayant recours à un système de punition et de récompense. On s'entend dire qu'on est un gentil garçon ou une gentille fille quand on fait ce que les adultes attendent de nous, et qu'on est un méchant garçon ou une méchante fille dans le cas contraire. Parfois on est puni sans avoir mal agi, d'autres fois récompensé sans avoir fait quoi que ce soit de bien. De peur d'être puni ou de ne pas être récompensé, on essaie de faire plaisir à autrui. On s'efforce d'être bon, puisque les méchants ne reçoivent aucune récompense. On les punit. Au cours de notre domestication humaine, toutes les règles et les valeurs de notre famille et de la société nous sont imposées. Nous n'avons pas l'occasion de choisir nos croyances. On nous dit ce qu'il faut croire ou ne pas croire. Les personnes avec qui nous vivons nous donnent leur opinion. Qu'est-ce qui est bien ou mal? Qu'est-ce qui est juste ou faux? Qu'est-ce qui est beau ou laid? Comme dans le cas d'un ordinateur, toutes ces informations se téléchargent dans notre tête. Enfant, on est innocent. On croit tout ce que nos parents et les autres adultes nous disent. On leur donne notre accord. Et dès lors, cette information se stocke dans notre mémoire. C'est par notre accord que ce que nous apprenons se grave dans notre esprit. Et c'est par notre accord aussi que cela y reste. Mais l'information doit tout d'abord passer par notre attention. L'attention est quelque chose de très important chez les humains, puisque c'est la partie de notre esprit qui nous permet de nous concentrer sur un seul objet ou une seule pensée parmi tout un éventail de possibilités. C'est par l'attention que l'information extérieure accède à l'intérieur, et vice-versa. L'attention est le canal que nous utilisons pour émettre et recevoir des messages entre êtres humains. On peut la comparer à un pont qui va d'un esprit à un autre. Nous ouvrons ce pont à l'aide de sons, de signes, de symboles ou de gestes, avec tout ce qui peut capter l'attention. Voilà comment nous instruisons les autres et voilà comment nous apprenons nous-mêmes. On ne peut rien enseigner à autrui si l'on n'a pas tout d'abord capté son attention. On ne peut rien apprendre non plus sans faire preuve d'attention. En utilisant notre attention, les adultes nous apprennent à nous créer toute une réalité dans notre esprit, à l'aide de symboles. Après nous avoir transmis toute une symbologie au moyen de sons, les adultes la renforcent avec l'alphabet, et nous apprenons le même langage, mais graphiquement cette fois. Notre imagination commence à se développer, notre curiosité se renforce, et nous commençons à poser des questions. Nous ne cessons d'interroger, de questionner, nous réunissons des informations de toutes parts. Et nous savons que nous avons finalement réussi à maîtriser une langue quand nous parvenons à utiliser des symboles pour nous parler à nous-mêmes, dans notre tête. C'est le moment où nous apprenons à penser. Avant cela, nous ne pensons pas. Nous imitons les sons des autres et nous utilisons des symboles pour communiquer, mais la vie reste simple aussi longtemps que nous n'attachons pas de signification ou d'émotion à ces symboles. Sitôt qu'on attribue un sens aux symboles, on se met à les utiliser pour tenter de donner un sens à tout ce qui arrive dans notre vie. On les utilise aussi bien pour penser à des choses réelles qu'à d'autres qui ne le sont pas, mais que nous croyons pourtant telles, comme la beauté et la laideur, la minceur et la grosseur, l'intelligence et la stupidité. Et, vous l'avez sans doute remarqué, nous ne sommes capables de penser que dans une langue que nous maîtrisons. Durant de nombreuses années, je ne parlais que l'espagnol. Il m'a fallu de nombreuses autres années avant de maîtriser suffisamment les symboles de la langue anglaise pour penser dans cette langue. Maîtriser un langage n'est pas facile, mais vient un moment où l'on se surprend à penser avec les nouveaux symboles qu'on a appris. Quand vient le moment d'entrer à l'école, vers l'âge de 5 ou 6 ans, nous comprenons la signification de concepts abstraits, comme juste ou faux, gagnant ou perdant, parfait ou imparfait. À l'école, nous apprenons à lire et à écrire les symboles que nous connaissons déjà, et le langage écrit nous permet d'accumuler davantage de connaissances. Nous continuons de donner un sens à un nombre toujours plus important de symboles, et non seulement la pensée se fait désormais sans effort, mais aussi d'une manière automatique. À ce stade, les symboles que nous avons appris captent d'eux-mêmes notre attention. Ce sont les choses que nous avons apprises qui s'adressent à nous, et nous écoutons donc ce que nos connaissances nous disent. J'appelle cela la voix de la connaissance, puisque la connaissance s'adresse à nous dans notre tête. Il arrive souvent que nous entendions cette voix dans diverses tonalités. Nous entendons ainsi la voix de notre mère, de notre père, de nos frères et sœurs, et cette voix n'arrête jamais de parler. Elle n'est pourtant pas réelle, c'est nous qui l'avons créée. Mais nous croyons qu'elle l'est, puisque nous lui donnons la vie par la seule puissance de notre foi, avec pour conséquence que nous croyons ce que cette voix nous dit. C'est à ce stade que les opinions des humains qui nous entourent commencent à prendre le contrôle de notre esprit. Chacun se fait une opinion de nous et de qui nous sommes. Quand nous sommes tout petits, nous ne savons pas qui nous sommes. Nous ne pouvons nous connaître que grâce à un miroir,
et les autres font précisément office de miroir. Ma mère me dit qui je suis, et je la crois. C'est totalement différent de ce que me dit mon père, ou encore mes frères et sœurs, mais je suis également d'accord avec eux. Les gens nous disent également de quoi nous avons l'air, surtout quand nous sommes encore tout petits. Regarde, tu as les yeux de ta mère et le nez de ton grand-père. Nous écoutons donc les opinions des membres de notre famille, de nos professeurs et des enfants plus grands que nous à l'école. Nous voyons notre image dans ce miroir, nous convenons que nous sommes cela et nous y donnons notre accord, de sorte que ces opinions s'intègrent bientôt à notre système de croyances. Peu à peu, toutes ces opinions modifient notre comportement et nous finissons par nous former mentalement une image de nous-mêmes qui correspond à ce que les autres disent de nous. Je suis beau, je ne suis pas si beau que ça. Je suis intelligente, je ne suis pas très intelligente. Je suis un gagnant, je suis un perdant. Je suis bonne dans ce domaine-ci, je suis mauvaise dans celui-là. À un certain point, toutes les opinions de nos parents et de nos professeurs, de notre religion et de la société nous font croire qu'il est nécessaire de nous comporter d'une certaine manière pour être acceptés. On nous dit ce qu'il faut être, l'apparence qu'il nous faut avoir et la façon dont il faut nous comporter. Nous devons être comme ceci et non comme cela, et comme il n'est pas acceptable que nous soyons tels que nous sommes, nous commençons à faire semblant d'être quelqu'un d'autre. La peur d'être rejeté finit par devenir la peur de ne pas être à la hauteur, et nous nous mettons alors en quête de ce que nous appelons la perfection. Au cours de cette quête, nous nous formons une image de la perfection, de ce que nous souhaiterions être, mais nous savons que nous n'y correspondons pas. Aussi nous mettons-nous à nous juger. Nous ne nous aimons pas et nous nous disons « Regarde combien tu as l'air idiot, combien tu es moche, regarde à quel point tu es grosse, petite, faible, stupide. » C'est là que le drame commence, car désormais, les symboles œuvrent contre nous. Nous ne remarquons même pas que nous avons appris à les utiliser pour nous rejeter. Avant d'être domestiqués, nous nous fichons de savoir qui nous sommes et à quoi nous ressemblons. Notre tendance naturelle est d'explorer et d'exprimer notre créativité, de rechercher le plaisir et d'éviter la douleur. Quand nous sommes petits, nous sommes encore sauvages et libres. Nous courons tout nus sans avoir conscience de nous-mêmes et sans nous juger. Nous disons la vérité puisque nous vivons dans la vérité. Notre attention est tout entière dans l'instant présent. Nous n'avons pas peur du futur ni honte du passé. Après notre domestication, nous essayons d'être à la hauteur aux yeux de tout le monde, mais nous ne le sommes plus à nos propres yeux, puisqu'il nous est impossible d'atteindre notre idéal de perfection. Toutes nos tendances humaines normales se perdent au cours de ce processus de domestication. Aussi nous mettons-nous en quête de ce que nous avons perdu. Nous cherchons la liberté, puisque nous ne sommes plus libres d'être qui nous sommes. Nous cherchons le bonheur, puisque nous ne sommes plus heureux. Et nous recherchons la beauté, puisque nous ne croyons plus être beaux. Nous continuons de grandir et, à l'adolescence, notre corps est programmé pour produire une substance qu'on nomme hormones. Notre corps n'est plus celui d'un enfant et le mode de vie que nous avions jusque-là ne nous convient plus. Nous n'avons plus envie que nos parents nous disent que faire ou non. Nous voulons notre liberté. Nous voulons être nous-mêmes, mais nous avons également peur de nous. Les gens nous disent « Tu n'es plus un enfant ». Mais nous ne sommes pas adultes non plus. Aussi cette période est-elle difficile pour la plupart des humains. Une fois parvenus à l'adolescence, on n'a plus besoin que les autres nous domestiquent. On a appris à se juger, à se punir et à se récompenser en fonction du même système de croyances qui nous a été transmis, et en utilisant le même système de punition et de récompense. Il se peut que la domestication soit plus facile pour certaines personnes dans certaines régions du monde, et plus difficile pour d'autres ailleurs, mais en général, aucun d'entre nous n'échappe à ce processus. Aucun. Au bout du compte, le corps atteint sa maturité et tout change à nouveau. Notre quête recommence, mais désormais, ce que nous recherchons, c'est de plus en plus nous-mêmes. Nous cherchons l'amour parce qu'on nous a appris à croire que l'amour existait quelque part en dehors de nous. Nous recherchons la justice car il n'en existe aucune dans le système de croyances qu'on nous a inculqué. Nous recherchons la vérité puisque nous croyons seulement les connaissances stockées dans notre tête. Et bien entendu, nous continuons de chercher la perfection, puisque nous sommes désormais d'accord avec le reste de l'humanité. Personne n'est parfait. Chapitre 2. Symboles et accords. L'art des humains. Au cours de notre croissance, nous passons de multiples accords avec nous-mêmes, avec la société et avec tout ce qui nous entoure. Mais les accords les plus importants sont ceux que nous concluons avec nous-mêmes, après avoir compris les symboles que nous avons appris. Ces symboles nous disent ce que nous croyons à notre propos. Ils nous signifient ce que nous sommes et ce que nous ne sommes pas, ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. La voie de la connaissance nous dit tout ce que nous savons,
Mais qui nous dit si ce que nous savons est la vérité ? Quand nous allons à l'école primaire, au secondaire et à l'université, nous acquérons beaucoup de connaissances. Mais que savons-nous vraiment ? Est-ce que nous maîtrisons la vérité ? Non. Nous maîtrisons un langage, une symbologie, laquelle n'est vraie que parce que nous sommes d'accord et non parce qu'elle est vraiment la vérité. Où que nous soyons nés, quelle que soit la langue que nous parlions, il s'avère que pratiquement tout ce que nous savons relève d'accord, à commencer par les symboles que nous avons appris. Si l'on est né en Angleterre, on apprend les symboles anglais. Si on est né en Chine, on apprend les symboles chinois. Mais que l'on apprenne l'anglais, le chinois, l'espagnol, l'allemand, le russe ou n'importe quelle autre langue, leurs symboles n'ont de valeur qu'en raison de celle que nous leur accordons et parce que nous sommes parvenus à un accord quant à leur signification. Si nous n'étions pas d'accord, ces symboles n'auraient aucun sens. Le mot arbre, par exemple, a un sens pour les personnes qui parlent français, mais arbre ne signifie rien en soi, sauf si nous croyons qu'il signifie quelque chose et que nous sommes d'accord à ce propos. Le sens de ce mot pour vous est le même que pour moi, et c'est pourquoi nous pouvons nous comprendre. Si vous comprenez ce que je dis en ce moment, c'est parce que nous sommes d'accord sur la signification de chacun des mots qui ont été programmés dans notre mental. Ce qui ne signifie pas pour autant que nous soyons complètement d'accord. Chacun d'entre nous attribue un certain sens à chaque mot, et il n'est pas tout à fait le même pour tout le monde. Si l'on prête attention à la façon dont un mot est créé, on constate qu'il n'y a pas de véritable raison au sens qu'on lui attribue. Nous créons des mots à partir de rien, nous les inventons. Les humains ont inventé chaque son, chaque lettre, chaque symbole graphique. Nous entendons le son A et nous disons « voilà le symbole correspondant à tel son ». Nous dessinons alors un symbole pour le représenter, nous réunissons ensuite le symbole et le son et nous lui attribuons un sens. Dès lors, chaque mot gravé dans notre tête a un sens, mais pas parce qu'il est réel, ni parce que c'est la vérité. C'est simplement un accord que nous avons conclu avec nous-mêmes et avec tous ceux qui apprennent la même symbologie. Si nous nous rendons dans un pays où les gens parlent une langue différente, nous prenons soudain conscience de l'importance et de la puissance de nos accords. Un arbre n'est un arbre, le soleil n'est le soleil et la terre n'est la terre que si nous sommes d'accord là-dessus. Ces symboles n'ont aucun sens en Amérique, en Russie, en Turquie, en Suède ou en tout autre lieu où les accords sont différents. Si on apprend l'anglais et qu'on se rend en Chine, on entend les gens parler mais on ne comprend rien de ce qu'ils disent. Rien n'a de sens pour nous puisque ce n'est pas la symbologie que nous avons apprise. De nombreuses choses nous sont inconnues ou étrangères. On a l'impression d'être dans un autre monde. Si nous visitions les lieux de culte de ces gens, nous constatons que leurs croyances sont complètement différentes des nôtres, leurs rituels aussi, et que leurs mythologies n'ont rien à voir avec celles que nous avons apprises. L'une des façons de comprendre leur culture consiste à apprendre les symboles qu'ils utilisent, c'est-à-dire leur langage. Mais en apprenant une nouvelle manière d'être, une nouvelle religion ou une nouvelle philosophie, des conflits peuvent apparaître avec ce que nous avons appris auparavant. Les nouvelles croyances se heurtent aux anciennes et le doute apparaît aussitôt. Qu'est-ce qui est juste ? Qu'est-ce qui est faux ? Est-ce que ce que j'avais appris avant était la vérité ? Ou la vérité se trouve-t-elle plutôt dans ce que j'apprends maintenant ? Qu'est-ce que la vérité ? La vérité, c'est que toutes nos connaissances, 100% de ce que nous savons, ne sont rien d'autre que le symbolisme et les mots que nous avons inventés afin de comprendre et d'exprimer ce que nous percevons. Chaque mot dans notre cerveau et sur cette page n'est qu'un symbole, mais chacun d'entre eux porte en lui la puissance de notre foi, puisque nous croyons en sa signification sans le moindre doute. Les humains se construisent tout un système de croyances constitué de symboles. Nous nous bâtissons ainsi tout un édifice de connaissances. Puis, nous utilisons tout ce que nous savons, qui n'est rien d'autre qu'une symbologie, pour justifier ce que nous croyons, pour tenter d'expliquer, d'abord à nous-mêmes puis aux autres, la façon dont nous percevons nous-mêmes, mais aussi tout l'univers. Si nous avons conscience de cela, il est alors facile de comprendre que toutes les mythologies, les religions et les philosophies différentes que l'on trouve dans le monde, toutes les croyances et les manières de penser différentes, ne sont rien d'autre que des accords conclus avec soi-même et avec les autres humains. Ce sont là nos créations. Mais sont-elles vraies ? Tout ce qui existe est vrai. La Terre est vraie, les étoiles sont vraies, l'univers tout entier a toujours été vrai. Tandis que les symboles que nous utilisons pour construire ce que nous savons sont seulement vrais parce que nous en décidons ainsi. Il y a dans la Bible une histoire magnifique qui illustre la relation entre Dieu et les humains. Adam et Dieu marchent ensemble autour du monde, et Dieu demande à Adam quel nom il veut donner à chaque chose. Adam nomme ainsi l'une après l'autre tout ce qu'il voit. Appelons ceci un arbre, appelons cela un oiseau, appelons cette chose-là une fleur. Et Dieu est d'accord avec Adam. Cette histoire raconte la création des symboles, la création de tout un langage, et cela s'opère par accord.
C'est comme les deux faces d'une pièce de monnaie. On peut dire que pile correspond à la perception pure, à ce qu'Adam perçoit, et que face est la signification qu'Adam attribue à ce qu'il perçoit. Il y a l'objet de perception qui est la vérité, et notre interprétation de cette vérité, qui n'est qu'un point de vue. La vérité est objective, nous appelons ça la science. Notre interprétation de la vérité est subjective, on appelle ça l'art. La science est l'art, la vérité est l'interprétation que nous en faisons. La vérité authentique est une création de la vie, et c'est la vérité absolue, puisque c'est la vérité pour tout le monde. Notre interprétation de la vérité est une création à nous, et ce n'est qu'une vérité relative, puisqu'elle n'est vraie que par accord. En gardant cela à l'esprit, on peut commencer à comprendre l'esprit humain. Tous les êtres humains sont programmés pour percevoir la vérité, et nous n'avons pas besoin du langage pour y parvenir. Mais pour exprimer la vérité, nous avons besoin du langage, et cette forme d'expression est notre art. Il ne s'agit plus de la vérité puisque les mots sont des symboles et que les symboles peuvent seulement représenter ou symboliser la vérité. Par exemple, on peut tout à fait voir un arbre, même si l'on ne connaît pas le symbole arbre. En l'absence de symbole, on voit simplement l'objet. Cet objet est réel, il est vrai, et nous le percevons. Sitôt que nous lui donnons le nom arbre, nous recourons à l'art pour exprimer un point de vue. En utilisant davantage de symboles, nous pouvons décrire cet arbre, chacune de ses feuilles, chacune de ses couleurs. Nous pouvons dire qu'il s'agit d'un grand arbre, d'un petit arbre, d'un bel arbre, d'un arbre laid. Mais est-ce vrai ? Non, l'arbre est toujours le même arbre. Notre interprétation de cet arbre dépendra de nos réactions émotionnelles, lesquelles dépendront à leur tour des symboles que nous utiliserons pour recréer mentalement cet arbre. Comme vous le voyez, notre interprétation n'est pas exactement la vérité. Elle est néanmoins un reflet de la vérité. Et ce reflet est justement ce que nous nommons le mental humain. Le mental humain n'est rien d'autre qu'une réalité virtuelle. Il n'est pas réel. Ce qui est réel, c'est la vérité. La vérité est vraie pour tout le monde. La réalité virtuelle, par contre, est notre création personnelle. C'est notre œuvre d'art. Elle n'est vraie que pour nous. Tous les humains sont des artistes. Chacun d'entre nous en est un. Chaque symbole, chaque mot est une petite œuvre d'art. De mon point de vue, et cela grâce à notre programmation, notre plus grand chef-d'œuvre est l'utilisation du langage pour nous créer toute une réalité virtuelle dans notre tête. Cette réalité virtuelle que nous nous créons peut être un reflet exact de la vérité, comme elle peut aussi être complètement déformée. Dans un cas comme dans l'autre, c'est de l'art. Cette création peut être notre paradis personnel, comme elle peut être aussi notre enfer personnel. Peu importe, c'est de l'art. En revanche, il n'y a pas de limite à ce que nous apporte la conscience de ce qui est vrai et de ce qui est virtuel. La vérité débouche sur la maîtrise de soi, sur une vie qui est très facile. La distorsion de la vérité entraîne des conflits sans fin et des souffrances. C'est la conscience qui fait toute la différence. Les humains naissent dotés de conscience. Nous venons au monde pour percevoir la vérité, mais nous accumulons des connaissances tout en apprenant à nier ce que nous percevons. Nous nous entraînons à ne pas être conscients et nous devenons des maîtres de la non-conscience. La parole est pure magie et nous apprenons à utiliser cette magie contre nous-mêmes, contre la création et contre nos semblables. Être conscient, cela veut dire ouvrir les yeux et voir la vérité. Quand on voit la vérité, on voit toute chose telle qu'elle est, et non comme on croit qu'elle est, ni comme on voudrait qu'elle fût. La conscience ouvre la porte à des millions de possibilités. Et quand on sait qu'on est soi-même l'artiste de sa vie, on peut faire un choix parmi toutes ces possibilités. Ce que je partage ici avec vous provient de ma propre formation, que je nomme Sagesse Toltec. Toltec est un mot nahuatl, qui signifie artiste. De mon point de vue, être un Toltec n'a rien à voir avec une quelconque philosophie ou un endroit particulier dans le monde. Être un Toltec signifie simplement être un artiste. Un Toltec est un artiste de l'esprit, et en tant qu'artiste, nous aimons la beauté, nous n'aimons pas ce qui n'est pas beau. Et si nous devenons de meilleurs artistes, notre réalité virtuelle devient un meilleur reflet de la vérité, et nous créons ainsi un chef-d'œuvre céleste grâce à notre art. Voici des milliers d'années, les Toltecs ont créé 3 maîtrises pour l'artiste. La maîtrise de la conscience, la maîtrise de la transformation et la maîtrise de l'amour, de l'intention ou de la foi. Ils ne les ont séparées que pour nous en faciliter la compréhension, car en réalité, ces 3 maîtrises n'en forment qu'une seule. Elles nous montrent un chemin pour sortir de la souffrance et revenir à notre nature véritable, qui est toute de bonheur, de liberté et d'amour. Les Toltecs avaient compris qu'avec ou sans conscience, nous nous créons une réalité virtuelle. Si la conscience est là, nous prenons plaisir à notre propre création. Et que nous permettions sa transformation ou que nous y résistions, notre réalité virtuelle se transforme toujours.
Si nous pratiquons l'art de la transformation, nous la rendons rapidement plus facile. Et au lieu que notre magie s'exerce contre nous-mêmes, elle favorise l'expression de notre bonheur et de notre amour. Quand on maîtrise l'amour, l'intention ou la foi, on maîtrise le rêve de sa vie. Et une fois acquises les 3 maîtrises, nous recouvrons notre divinité et faisons un avec Dieu. Tel est le but des Toltecs. Les Toltecs n'avaient pas la technologie dont nous disposons aujourd'hui. Ils ne connaissaient pas la réalité virtuelle informatique, mais ils savaient comment maîtriser la réalité virtuelle du mental humain. Cette maîtrise-là exige le contrôle total de l'attention, c'est-à-dire de la façon dont nous interprétons l'information que nous percevons à l'intérieur et à l'extérieur de nous, et dont nous y réagissons ensuite. Les Toltecs avaient compris que chacun d'entre nous est semblable à Dieu, sauf qu'au lieu de créer, nous recréons, et que recréons-nous ce que nous percevons. C'est cela qui forme le mental humain. Si nous parvenons à comprendre ce qu'est le mental humain et ce qu'il fait, nous pouvons alors séparer le réel du virtuel, ou, dit d'une autre façon, la perception pure, qui est la vérité, de la symbologie, qui est art. La maîtrise de soi est exclusivement affaire de conscience. Elle commence par la conscience de soi. D'abord, prendre conscience de ce qui est réel, puis de ce qui est virtuel, c'est-à-dire de ce que nous croyons à propos de la réalité. Grâce à cette conscience, nous savons que nous pouvons changer ce qui est virtuel en modifiant ce que nous croyons. Nous ne pouvons pas changer ce qui est réel, peu importe nos croyances. Chapitre 3. Votre histoire. Le premier accord Toltec. Que votre parole soit impeccable. Depuis des milliers d'années, les humains se sont efforcés de comprendre l'univers, la nature, et plus particulièrement la nature humaine. Il est extraordinaire d'observer les humains à l'œuvre dans toutes les régions du monde, dans les différents lieux et cultures qui coexistent sur cette magnifique planète Terre. Les humains font beaucoup d'efforts pour comprendre, mais ce faisant, ils font aussi beaucoup de suppositions. En tant qu'artistes, nous déformons la réalité pour créer les théories les plus étonnantes. Nous élaborons des philosophies complètes et les plus incroyables religions. Nous nous inventons des histoires et des superstitions à propos de tout, y compris de nous-mêmes. Et c'est justement là le point clé. C'est nous qui les créons. Nous autres humains, nous sommes dotés dès la naissance du pouvoir de création. Aussi ne cessons-nous d'inventer des histoires avec les mots que nous avons appris. Chacun d'entre eux se sert de la parole pour se forger ses opinions, pour exprimer son point de vue. D'innombrables événements se produisent autour de nous et, faisant appel à notre attention, nous avons la capacité de les rassembler en une histoire. Nous créons ainsi l'histoire de notre vie, l'histoire de notre famille, celle de notre communauté, de notre pays, de l'humanité tout entière, et jusqu'à l'histoire du monde entier. Chacun d'entre nous a une histoire à partager, un message que nous nous adressons à nous-mêmes, à chacun et à tout ce qui nous entoure. Vous avez été programmé pour délivrer un message dont la création est votre plus grande œuvre d'art. Quel est ce message ? Votre vie. Grâce à ce message, vous élaborez principalement votre propre histoire, puis un récit concernant tout ce que vous percevez. Vous créez toute une réalité virtuelle dans votre mental, avant de la vivre. Quand vous pensez, vous le faites dans votre langue. Vous vous répétez mentalement tous ces symboles qui veulent dire quelque chose pour vous. Vous vous adressez un message, et ce message est vrai pour vous, puisque vous croyez que c'est la vérité. Votre histoire, c'est tout ce que vous savez à votre propos, et en vous disant cela, je m'adresse à vous, la connaissance, ce que vous croyez être, et non à vous, l'être humain, qui vous êtes vraiment. Comme vous pouvez le voir, j'établis une distinction entre vous et vous, puisque l'un des deux est réel et l'autre non. Vous, l'être humain physique, êtes réel. Vous êtes la vérité. Vous, la connaissance, n'êtes pas réelle. Vous êtes virtuel. Vous n'existez qu'en raison des accords que vous avez conclus avec vous-même et avec tous les autres humains qui vous entourent. Vous, la connaissance, émanez des symboles que vous entendez dans votre tête, de toutes les opinions des gens que vous aimez, de ceux que vous n'aimez pas, de personnes que vous connaissez et surtout de celles que vous ne connaissez pas. Qui parle dans votre tête ? Vous supposez que c'est vous. Mais si c'est vous qui parlez, alors qui écoute ? C'est vous, la connaissance, qui parlez dans votre tête et qui vous dites qui vous êtes. Vous, l'être humain, vous écoutez, mais vous existiez bien avant d'avoir des connaissances. Vous existiez bien avant de comprendre tous ces symboles, avant d'avoir appris à parler, et comme tout enfant qui ne sait pas encore parler, vous étiez parfaitement authentique. Vous ne faisiez pas semblant d'être quelqu'un d'autre. Sans même le savoir, vous vous faisiez totalement confiance. Vous vous aimiez complètement.
Avant d'avoir acquis des connaissances, vous étiez totalement libre d'être qui vous étiez vraiment, puisque toutes les opinions et les histoires des autres humains n'étaient pas encore présentes dans votre tête. Votre cerveau est rempli de connaissances, mais comment les utilisez-vous ? De quelle façon utilisez-vous le langage pour vous décrire ? Quand vous vous regardez dans un miroir, est-ce que vous aimez ce que vous voyez ou est-ce que vous jugez plutôt votre corps en vous servant de tous les symboles pour vous raconter des mensonges ? Est-il vraiment vrai que vous êtes trop petit ou trop grand, trop gros ou trop mince ? Est-il vraiment vrai que vous n'êtes pas belle ? Est-il vraiment vrai que vous n'êtes pas parfait tel que vous êtes ? Est-ce que vous remarquez tous les jugements que vous portez sur vous ? Chacun de ces jugements n'est qu'une opinion, c'est simplement un point de vue. Or, ce point de vue-là n'était pas là quand vous êtes né. Tout ce que vous pensez à votre propos, tout ce que vous croyez à votre sujet, vous l'avez appris. Vous avez appris l'opinion de maman, de papa, de vos frères et sœurs et de la société. Ils vous ont communiqué des images précisant à quoi un corps devait ressembler. Ils vous ont donné leur opinion quant à ce que vous étiez, ce que vous n'étiez pas et ce que vous auriez dû être. Ils vous ont transmis un message auquel vous avez donné votre accord. Depuis, vous pensez bien des choses à votre propos. Mais tout cela est-il vrai ? Le problème, voyez-vous, ce n'est pas vraiment la connaissance. Le problème, c'est de croire à une distorsion de la connaissance. Et on appelle cela un mensonge. Qu'est-ce que la vérité et qu'est-ce qu'un mensonge ? Qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui est virtuel ? Êtes-vous capable de faire la différence ou croyez-vous cette voix qui parle dans votre tête chaque fois qu'elle s'exprime et qu'elle déforme la vérité, tout en vous assurant que ce que vous croyez correspond bien à ce que sont véritablement les choses ? Est-il vraiment vrai que vous n'êtes pas quelqu'un de bien et que vous ne serez jamais à la hauteur ? Est-il vraiment vrai que vous ne méritez pas d'être heureux ? Est-il vraiment vrai que vous n'êtes pas digne d'être aimé ? Vous souvenez-vous de l'époque à laquelle un arbre a cessé de n'être qu'un arbre ? Sitôt que vous savez parler, vous interprétez l'arbre et vous le jugez en fonction de tout ce que vous savez. C'est à partir de là qu'un arbre devient un bel arbre, un arbre moche, un arbre qui fait peur, un arbre merveilleux. Eh bien, vous faites exactement la même chose avec vous-même. Vous vous interprétez et vous vous jugez en fonction de tout ce que vous savez. À partir de là, vous devenez quelqu'un de bien ou un sale type, un coupable, un fou, quelqu'un de puissant ou de faible, de beau ou de laid. Vous devenez ce que vous croyez être. Dès lors, la première question à se poser est la suivante. Que croyez-vous être ? Si vous faites appel à votre conscience, vous verrez tout ce que vous croyez, et cela vous indiquera comment vous vivez votre vie. En effet, votre existence est totalement dominée par le système de croyances que vous avez assimilé. C'est ce que vous croyez qui engendre l'histoire que vous vivez et qui génère les émotions que vous éprouvez. Maintenant, vous avez peut-être très envie de croire que vous êtes effectivement ce que vous croyez, mais cette image est complètement fausse. Ce n'est pas vous. Votre moi véritable est unique. Il est au-delà de tout ce que vous savez, puisqu'il est la vérité. Vous-même, en tant qu'être humain, vous êtes la vérité. Votre présence physique est réelle. En revanche, ce que vous croyez à votre sujet n'est pas réel et n'a aucune importance, à moins que vous ne vouliez vous forger une meilleure histoire. Qu'elle soit vraie ou fictive, dans les deux cas, l'histoire que vous créez est une œuvre d'art. C'est une histoire merveilleuse, un beau récit, mais cela n'en reste pas moins une histoire, aussi proche de la vérité que le permet l'emploi de symboles. En tant qu'artiste, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon d'exprimer votre art. Il y a simplement la beauté ou l'absence de beauté, le bonheur ou l'absence de bonheur. Si vous croyez être un artiste, tout redevient possible. Les mots sont vos pinceaux et votre vie la toile. Vous pouvez peindre ce que vous voulez, vous pouvez même copier l'œuvre d'un autre artiste. Ce que vous exprimez avec vos pinceaux représente la manière dont vous vous voyez, ainsi que le regard que vous portez sur la réalité tout entière. Ce que vous peignez, c'est votre vie. Le résultat dépendra de la façon dont vous vous servirez de la parole. Quand vous aurez compris cela, il vous viendra peut-être à l'esprit que la parole est un outil de création très puissant. Quand vous apprendrez à vous en servir en conscience, vous pourrez faire l'histoire avec la parole. Quelle histoire ? Celle de votre vie, bien entendu. Votre histoire, à vous. Le premier accord Toltec, que votre parole soit impeccable. Ce qui nous conduit au premier et au plus important des 4 accords Toltec, que votre parole soit impeccable. La parole représente votre pouvoir créateur. Ce pouvoir, vous pouvez l'utiliser dans 2 directions. La première correspond à l'impeccabilité, quand la parole crée une histoire magnifique, votre paradis personnel sur Terre. L'autre direction correspond au mauvais usage de la parole, quand elle détruit tout autour de vous et engendre votre enfer personnel.
En tant que symbole, la parole détient le pouvoir magique de créer, parce qu'elle peut reproduire une image, une idée, un sentiment ou une histoire tout entière dans votre imagination. La seule écoute du mot cheval suffit à en évoquer l'image dans votre tête. Tel est le pouvoir d'un symbole. Mais il peut être encore plus puissant que cela. Le seul fait de dire les mots « le parrain » fait surgir tout un film. Tel est votre pouvoir magique de création, un pouvoir qui commence par la parole. Vous comprenez maintenant pourquoi la Bible dit « Au commencement était le Verbe ». Et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. D'après de nombreuses religions, au commencement, il n'existait rien. Et la toute première chose que Dieu créa, ce fut un messager, l'ange qui délivre le message. Vous comprenez sans doute qu'il puisse s'avérer nécessaire de disposer d'une chose capable de transférer de l'information d'un endroit à un autre. Bien sûr, un transfert de nulle part à nulle part semble un peu compliqué, et pourtant c'est également très simple. Au commencement, Dieu créa la parole, et la parole est un messager. Si donc Dieu a créé la parole pour délivrer un message, et si la parole est le messager, alors voilà ce que vous êtes. Un messager, un ange. Si la parole existe, c'est en raison d'une force que nous nommons vie, intention ou Dieu. La parole est la force, elle est l'intention, et c'est pour cela que nos intentions se manifestent à travers la parole, quelle que soit la langue que nous parlons. La parole est très importante pour créer toute chose, car sitôt que le messager commence à délivrer ses messages, une création tout entière surgit de nulle part. Vous vous rappelez la scène où Dieu et Adam parlent et marchent ensemble ? Dieu créait la réalité, puis nous la recréons par la parole. La réalité virtuelle que nous créons est le reflet de la réalité première. C'est l'interprétation que nous en faisons à l'aide de mots. Rien n'existe sans la parole, puisque c'est elle que nous mettons en œuvre pour créer tout ce que nous connaissons. Vous l'avez peut-être constaté, je change de symbole à dessein, afin que vous remarquiez que ces différentes expressions signifient exactement la même chose. En effet, les symboles peuvent changer, mais leur signification est la même dans toutes les traditions du monde. Si vous prêtez l'oreille à l'intention qui sous-tend les symboles, vous comprendrez ce que je m'efforce de dire. L'impeccabilité de la parole est extrêmement importante, puisque la parole, c'est vous, le messager. La parole se résume tout entière au message que vous délivrez, non seulement à toute chose et à toute personne qui vous entoure, mais aussi au message que vous vous adressez à vous-même. Vous racontez une histoire, mais est-elle vraie ? Si vous utilisez la parole pour élaborer une histoire faite de jugement et de rejet de soi, alors vous l'employez contre vous-même et vous n'êtes pas impeccable. Quand vous êtes vraiment impeccable, vous ne vous dites pas « je suis vieux, je suis moche, je suis gros, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas assez fort, je ne m'en sortirai jamais dans la vie ». Vous n'utilisez pas la connaissance contre vous-même, ce qui veut dire que la voix de la connaissance, en vous, n'utilise plus la parole pour vous juger, pour vous déclarer coupable et vous punir. Votre mental est si puissant qu'il perçoit l'histoire que vous créez. Si vous créez des jugements contre vous-même, vous provoquez des conflits intérieurs qui ne sont rien d'autre qu'un cauchemar. Votre bonheur dépend de vous et de la façon dont vous vous servez de la parole. Si vous vous mettez en colère et que vous employez la parole pour déverser un poison émotionnel sur autrui, on peut avoir l'impression que vous agissez contre cette personne, mais en réalité, vous utilisez la parole contre vous-même. Cette action va provoquer une réaction similaire et cette personne vous en voudra. Si vous insultez quelqu'un, il peut aller jusqu'à vous faire du mal en retour. Si vous utilisez la parole pour déclencher un conflit au cours duquel vous risquez d'être blessé, vous agissez de toute évidence contre vous-même. Que votre parole soit impeccable signifie donc véritablement de ne jamais retourner le pouvoir de la parole contre soi. Quand votre parole est impeccable, vous ne vous trahissez plus jamais. Vous ne parlez plus jamais pour médire de vous-même ni pour déverser du poison émotionnel sur autrui en répandant des rumeurs. La médisance est la forme de communication la plus répandue dans la société humaine, et nous l'apprenons en concluant des accords. Quand on est enfant, on entend les adultes qui nous entourent colporter des commérages sur eux-mêmes et exprimer leur opinion sur autrui, y compris des gens qu'ils ne connaissent pas. Mais vous savez désormais que nos opinions ne sont pas la vérité. Elles ne représentent qu'un point de vue. Rappelez-vous que c'est vous qui créez l'histoire de votre vie. Si vous utilisez la parole d'une manière impeccable, imaginez un instant l'histoire que vous allez vous créer. Vous vous en servirez avec amour et dans un esprit de vérité envers vous-même. Vous utiliserez la parole pour exprimer la vérité dans chacune de vos pensées, dans chacun de vos actes, dans chaque mot que vous prononcerez pour vous décrire et pour raconter l'histoire de votre vie. Et quel en sera le résultat ? Une vie absolument magnifique. En d'autres termes, vous serez heureux. Comme vous pouvez le voir, l'impeccabilité de la parole est autrement plus profonde qu'il n'y paraît de prime abord.
La parole est absolument magique et sitôt que vous adoptez le premier accord Toltec, il arrive des choses magiques dans votre vie. Vos intentions et vos désirs se réalisent facilement, parce qu'il n'y a plus de résistance, plus de peur, il ne reste que l'amour. Vous êtes en paix et vous vous forgez une vie de liberté et de satisfaction à tous les niveaux. À lui seul, cet accord suffit à transformer complètement votre vie pour en faire votre paradis personnel. Ayez toujours conscience de la manière dont vous vous exprimez et que votre parole soit impeccable. Chapitre 4. Chaque esprit est un monde. Le deuxième accord Toltec. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Quand nous venons au monde, il n'y a encore aucun symbole dans notre tête. Mais nous sommes dotés d'un cerveau et de 2 yeux, et notre cerveau capte déjà les images que nous apporte la lumière. Nous percevons donc la lumière. Nous nous habituons à elle et en y réagissant, notre cerveau produit d'innombrables images dans notre imagination, dans notre mental. Nous rêvons. Du point de vue des Toltecs, toute notre vie n'est qu'un rêve, puisque le cerveau a été programmé pour rêver 24 heures sur 24. Quand notre cerveau est éveillé, nous disposons d'une structure matérielle qui nous fait percevoir les choses d'une manière linéaire. En revanche, quand nous sommes endormis, cette structure extérieure disparaît. Aussi le rêve a-t-il tendance à changer constamment. D'ailleurs, même à l'état de veille, nous avons tendance à rêvasser et nos pensées ne cessent de changer. Notre imagination est si puissante qu'elle nous entraîne dans de nombreux endroits. En imagination, nous voyons des choses que les autres ne voient pas. Nous entendons des choses qu'ils n'entendent pas. Ou peut-être pas, selon la façon dont nous rêvons. L'imagination imprime un mouvement aux images que nous observons, mais celle-ci n'existe que dans notre mental, dans le rêve. Lumière, image, imagination, rêve. Vous rêvez en ce moment même. Il est facile de le vérifier. Peut-être n'avez-vous jamais remarqué que votre mental rêve en permanence. Mais si vous faites appel à votre imagination quelques instants, vous comprendrez ce que je m'efforce de vous expliquer. Quand vous regardez dans un miroir, vous y discernez de nombreux objets. Mais vous savez que ce que vous voyez n'est que le reflet de la réalité. Ça a l'air d'être réel, ça ressemble à la vérité, sauf que ce n'est pas réel et ce n'est pas vrai. Si vous essayez de toucher les objets dans le miroir, vous ne ferez qu'en heurter la surface. Ce que vous voyez dans la glace n'est qu'une image de la réalité. Autrement dit, c'est une réalité virtuelle, ce n'est qu'un rêve. Les êtres humains font exactement le même genre de rêve en ayant le cerveau éveillé. Pourquoi ? Parce que ce que vous voyez dans le miroir est une copie de la réalité que vous créez grâce aux capacités de vos yeux et de votre cerveau. C'est une image du monde que vous construisez dans votre tête. C'est donc la façon dont votre mental perçoit la réalité. Ce qu'un chien voit dans un miroir correspond à sa façon à lui de percevoir la réalité. De même, ce qu'un aigle perçoit toujours dans cette même image correspond à sa perception propre de la réalité et diffère également de la vôtre. Imaginez maintenant que vous regardiez dans vos yeux et non plus dans un miroir. Vos yeux perçoivent la lumière que reflètent les millions d'objets extérieurs. Le soleil projette de la lumière sur le monde entier et chaque objet la réfléchit. Des milliards de rayons de lumière provenant de partout pénètrent dans vos yeux et y projettent l'image de ces objets. Vous croyez voir tous ces objets, mais la seule chose que vous voyez réellement, c'est de la lumière réfléchie. Tout ce que vous percevez n'est que le reflet de ce qui est réel, comme les reflets dans une glace, à une importante différence près. Derrière le miroir, il n'y a rien. En revanche, derrière vos yeux, se trouve un cerveau qui s'efforce de donner un sens à toute chose. Il interprète tout ce que vous percevez en fonction du sens que vous avez attribué à chaque symbole, en fonction de la structure de votre langue, et en accord avec toutes les connaissances qui ont été programmées dans votre esprit. Tout ce que vous percevez est donc filtré par la totalité de votre système de croyances. Votre rêve personnel est le résultat de cette interprétation, de tout ce que vous percevrez en fonction de tout ce que vous croyez. Voilà de quelle façon vous créez toute une réalité virtuelle dans votre tête. Peut-être comprenez-vous maintenant à quel point il est facile pour les humains de déformer ce qu'ils perçoivent. La lumière produit une image parfaite de ce qui est réel, mais nous déformons cette image en nous inventant une histoire à l'aide des symboles et des opinions que nous avons accumulées. Nous en rêvons en imagination et, en fonction de nos accords, nous croyons que notre rêve est la vérité absolue, alors qu'il n'est qu'une vérité relative, un reflet de la vérité, qui sera toujours déformé par les connaissances stockées dans notre mémoire. De nombreux maîtres m'ont dit que chaque esprit est un monde, et c'est la vérité. Le monde que nous croyons voir à l'extérieur se trouve en réalité en nous. Ce ne sont que des images dans notre imagination. Ce n'est qu'un rêve. Nous rêvons en permanence, comme on le savait non seulement au Mexique, chez les Toltecs, mais aussi en Grèce, à Rome, en Inde et en Égypte. Dans le monde entier, des gens ont affirmé « La vie est un rêve ». D'où la question « En sommes-nous conscients ?»
Quand on n'a pas conscience que l'esprit rêve en permanence, il est facile d'accuser les gens et les choses extérieures de toutes les déformations de notre rêve personnel, de tout ce qui nous fait souffrir dans la vie. Sitôt qu'on prend conscience qu'on vit un rêve dont on est l'artiste créateur, on franchit un pas très important dans son évolution, puisqu'on assume désormais la responsabilité de sa création. La prise de conscience que notre esprit rêve en permanence nous permet de changer notre rêve, si nous ne l'apprécions pas. Qui rêve votre histoire ? C'est vous. Si vous n'aimez pas votre vie, si vous n'aimez pas ce que vous croyez à votre propos, il n'y a que vous qui puissiez changer cela. C'est votre monde, votre rêve. Si par contre vous appréciez votre rêve, c'est merveilleux. Continuez donc d'en profiter à chaque instant. Mais si votre rêve est un cauchemar, s'il est truffé de drames et de souffrances, et que vous n'appréciez pas votre création, vous pouvez en changer. Comme vous en avez certainement conscience, des millions de rêveurs dans le monde ont créé, écrit des millions de livres avec des points de vue différents. Votre histoire à vous est aussi intéressante que n'importe lequel de ces ouvrages. Elle l'est même davantage puisque votre histoire continue d'évoluer. La façon dont vous rêviez à l'âge de 10 ans était totalement différente de votre manière de rêver à 15 ans, à 20 ans, ou 30 ans, ou encore de vos rêves actuels. L'histoire dont vous rêvez aujourd'hui n'est pas la même que celle que vous avez rêvée hier, ni même voici une demi-heure. Chaque fois que vous parlez de votre histoire, elle change en fonction de la personne à qui vous vous adressez, mais aussi en fonction de votre état physique et émotionnel et de vos croyances sur le moment. Même si vous tentiez de raconter la même histoire, elle changerait à chaque fois. À un certain stade, vous finissez par découvrir que ce n'est qu'une histoire. Ce n'est pas la réalité, c'est une réalité virtuelle. Ce n'est rien qu'un rêve. Et c'est un rêve partagé puisque tous les humains rêvent en même temps. Le rêve partagé de toute l'humanité, le rêve de la planète, existait avant même votre naissance. Et c'est ainsi que vous avez appris à créer votre propre œuvre d'art, votre histoire à vous. Le deuxième accord Toltec. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Utilisons donc la puissance de notre imagination pour créer ensemble un rêve, en sachant que c'en est un. Imaginez que vous êtes dans un immense centre commercial où se trouvent des centaines de cinémas. Vous regardez les affiches pour voir quel film passe et vous en remarquez une qui porte votre nom. Étonnant. Vous entrez dans cette salle qui est vide, à l'exception d'une personne. Tout doucement, pour ne pas la déranger, vous vous asseyez derrière elle. Elle ne remarque même pas votre arrivée, car toute son attention est captivée par l'écran. Vous regardez donc l'écran et, quelle surprise! Vous en reconnaissez chacun des personnages. Votre mère, votre père, vos frères et sœurs, vos amis, vos enfants, les êtres qui vous sont chers. Puis, vous découvrez le personnage principal de ce film. Et c'est vous. Vous en êtes la star puisqu'il raconte votre histoire. Quant à la personne qui est devant vous, c'est également vous, en train de vous voir jouer dans votre film. Bien sûr, le personnage principal est conforme à ce que vous croyez être, de même que tous les personnages secondaires, puisque vous connaissez votre propre histoire. Au bout d'un certain temps, vous vous sentez un peu submergé par tout ce que vous venez de voir, et vous décidez de passer dans une autre salle. Dans celle-ci se trouve également une seule personne en train de regarder un film, et elle ne perçoit pas davantage votre arrivée. Vous vous plongez dans le film dont vous reconnaissez également tous les personnages, sauf que vous-même n'y avez désormais qu'un rôle secondaire. Il s'agit cette fois de l'histoire de votre mère, et c'est aussi elle qui est assise juste devant vous à regarder très attentivement son propre film. Vous vous rendez compte alors que votre mère n'est pas la même personne qui figurait dans votre film à vous. Dans son film à elle, sa façon de se projeter est totalement différente. C'est ainsi que votre mère voudrait que tout le monde l'aperçoive. Vous savez que ce n'est pas vrai. Elle ne fait que jouer un rôle. Puis, vous commencez à prendre conscience que c'est ainsi qu'elle se perçoit elle-même. Et ça vous fait un choc. Ensuite, vous constatez également que le personnage qui a votre visage n'est pas le même que celui qui figurait dans votre film. Vous vous dites alors « Ah, ce n'est pas moi ça !» Mais vous voyez désormais de quelle façon votre mère vous perçoit, ce qu'elle croit à votre sujet. Et c'est bien différent de ce que vous croyez vous-même à votre propos. Puis, vous voyez le personnage de votre père, la façon dont votre mère le perçoit et, là encore, cela ne correspond pas du tout à votre propre perception de lui. Vous trouvez cela complètement déformé et c'est pareil pour tous les autres personnages. Vous voyez de quelle manière votre mère perçoit votre conjoint à vous et cela vous énerve même un peu. Comment ose-t-elle ? Vous vous levez et vous sortez de cette salle. Vous pénétrez dans une troisième salle où se joue cette fois l'histoire de votre conjoint. Vous voyez maintenant de quelle façon il vous perçoit et son personnage est complètement différent de ce qu'il était dans votre propre film ou dans celui de votre mère. Vous découvrez également de quelle façon votre conjoint perçoit vos enfants, votre famille et vos amis.
Vous voyez de quelle façon ils souhaitent se projeter et ce n'est pas du tout ainsi que vous le percevez vous-même. Vous décidez alors de quitter cette salle et d'aller dans celle où passe le film de vos enfants. Vous y découvrez de quelle façon vos enfants vous voient, quel regard ils portent sur leur grand-père, leur grand-mère, et vous n'en revenez pas. Vous regardez ensuite le film de vos frères et sœurs, de vos amis, et vous constatez que tout le monde déforme tous les personnages de son propre film. Après avoir vu tous ces films, vous décidez de revenir dans la première salle et de regarder à nouveau votre propre version. Vous vous regardez jouer dans votre film à vous, sauf que désormais vous ne croyez plus ce que vous voyez. Vous avez cessé de croire à votre histoire parce que vous savez désormais que ce n'est justement qu'une histoire. Vous prenez désormais conscience de l'inutilité de tout ce numéro d'acteur que vous vous êtes efforcé de faire votre vie durant, puisque personne ne vous perçoit comme vous le souhaiteriez. Vous vous rendez compte que tout ce qui se passe dans votre film échappe à ceux qui vous entourent. De toute évidence, chacun est concentré sur son propre film. La preuve, ils ne remarquent même pas que vous vous asseyez derrière eux dans leur salle. Chaque acteur ne prête attention qu'à sa propre histoire, c'est donc la seule réalité dans laquelle il vit. Son attention est à ce point captée par sa propre histoire qu'il ne remarque même pas sa propre présence, la seule personne dans la salle qui regarde le film. À ce moment-là, tout change pour vous. Plus rien n'est comme avant, parce que désormais, vous voyez les choses telles qu'elles se passent vraiment. Les gens vivent dans leur monde, dans leur propre film, leur histoire à eux. Ils investissent toute leur foi dans cette histoire, qui est pour eux la vérité, mais ce n'est qu'une vérité relative, puisqu'elle n'est pas vraie pour vous. Dès lors, vous comprenez que leur opinion à votre propos ne concerne que le personnage qui figure dans leur film, et non dans le vôtre. Autrement dit, la personne qu'ils jugent en votre nom n'est que le personnage qu'ils ont créé. Ce qui veut dire que ce que les autres pensent de vous ne s'applique en réalité qu'à l'image qu'ils se font de vous, qui n'est pas vous. À ce stade, il devient clair pour vous que les personnes que vous aimez le plus au monde ne vous connaissent pas, et que vous ne les connaissez pas davantage. Vous ne savez d'elles que ce que vous croyez à leur propos. Vous ne connaissez que l'image que vous vous en faites, une image qui n'a rien à voir avec les personnes réelles. Vous croyez bien connaître vos parents, votre conjoint, vos enfants et vos amis. Mais en réalité, vous n'avez pas la moindre idée de ce qui se passe dans leur monde, de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils ressentent et de ce dont ils rêvent. Le plus surprenant, c'est que vous pensiez au moins vous connaître vous-même. Or, vous en concluez que vous ne vous connaissez même pas, car cela fait si longtemps que vous jouez un rôle que vous êtes devenu maître dans l'art de prétendre être quelqu'un d'autre. Fort de cette conscience, vous réalisez à quel point il est ridicule de dire « Mon bien-aimé ne me comprend pas, personne ne me comprend ». C'est une évidence, vous ne vous comprenez même pas vous-même. Votre personnalité ne cesse de changer d'un instant à l'autre, en fonction du rôle que vous adoptez, des personnages secondaires qui figurent dans votre histoire et de la façon dont vous rêvez sur le moment. À la maison, vous avez une certaine personnalité. Au travail, elle est complètement différente. Avec vos amis, votre personnalité est comme ceci. Avec vos amis, comme cela. Mais durant toute votre vie, vous avez fait la supposition que les autres vous connaissent très bien. Et c'est pourquoi, quand ils n'agissent pas conformément à vos attentes, vous en faisiez une affaire personnelle. Vous réagissiez avec colère et vous vous serviez de la parole pour déclencher de nombreux conflits et drames, tout cela pour rien. Il vous est maintenant facile de comprendre pourquoi les humains entretiennent tant de conflits. Le monde est peuplé de milliards de rêveurs qui n'ont aucune conscience que les gens vivent dans leur propre univers, rêvant leurs propres rêves. Du point de vue du personnage principal, qui est leur seul et unique point de vue, toute l'histoire gravite autour d'eux. Aussi, quand des personnages secondaires disent quelque chose qui contredit leur point de vue, ils se mettent en colère et s'efforcent de défendre leur position. Ils veulent que ces personnages secondaires se comportent comme ils le désirent, et quand ce n'est pas le cas, ils se sentent blessés. Quoi qu'il arrive, ils le prennent toujours personnellement. Fort de la conscience que vous avez désormais, vous entrevoyez également la solution, tant elle est simple et logique. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. La signification de ce deuxième accord Toltec est parfaitement claire. Il vous assure l'immunité dans vos interactions avec les personnages secondaires de votre histoire. Vous n'avez plus à vous soucier du point de vue d'autrui. Du moment que vous comprenez que rien de ce que disent ou font les autres n'a quoi que ce soit à voir avec vous, peu importe qu'ils médisent de vous, qu'ils vous fassent des reproches, vous rejettent ou ne soient pas d'accord avec votre point de vue. Tous ces commérages ne vous affectent plus. Vous ne prenez même plus la peine de défendre votre point de vue. Vous laissez les chiens aboyer, ce qu'ils ne manqueront pas de faire. Et alors, ce que disent les gens ne vous touche plus, car vous êtes désormais immunisé contre leurs opinions et leurs poisons émotionnels.
Vous êtes immunisé contre les prédateurs, que ce soit les gens qui médisent pour blesser autrui ou ceux qui se servent des autres pour se faire du mal à eux-mêmes. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Est un outil magnifique à utiliser dans vos interactions quotidiennes d'être humain à être humain. C'est une formidable voie d'accès à la liberté personnelle, puisque vous n'êtes plus obligé de régler votre vie sur l'opinion d'autrui. Voilà qui vous libère véritablement. Vous pouvez faire ce que vous voulez, en sachant que vos agissements ne concernent que vous. La seule personne qui doit se soucier de votre histoire, c'est vous. Cette prise de conscience change tout. Rappelez-vous que la conscience de la vérité est la première étape de la maîtrise de soi, et que c'est précisément ce que vous en faites en ce moment. Vous êtes en train de vous souvenir de la vérité. Maintenant que vous avez compris cette vérité, maintenant que vous êtes conscient, comment pourriez-vous encore faire une affaire personnelle de quoi que ce soit ? Dès qu'on a compris que tous les humains vivent dans leur propre monde, dans leur propre film, leurs propres rêves, le deuxième accord Toltec relève du bon sens le plus élémentaire. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle.